Alors, on arrive au 29 janvier 2025. Les autorités, elles en ont marre. Toutes les tentatives légales ont échoué. Michael refuse toujours de quitter les lieux. Donc il décide de procéder à l'expulsion forcée. Sur le papier, c'est logique. Un ordre du tribunal. Des huissiers qui viennent faire appliquer la loi. Routine, quoi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ou ce qu'ils n'ont pas assez pris en compte, c'est l'état mental de Michael. Quand les officiers arrivent sur place, ils ne se retrouvent pas face à un locataire récalcitrant normal. Ils se retrouvent face à un homme de 77 ans, traumatisé, paranoïaque, qui voit cette expulsion comme une attaque personnelle. Les officiers commencent par essayer le dialogue. On les entend sur les enregistrements. « Mike, c'est le bureau du shérif, on aimerait vous parler. Pouvez-vous nous rejoindre près de la baie vitrée coulissante ?» Mais Michael, dans sa tête, c'est pas des officiers qui viennent appliquer la loi. C'est des ennemis qui viennent l'attaquer chez lui. Sa paranoïa prend le dessus. Il se barricade, refuse de répondre, refuse de coopérer. Les officiers, de leur côté, ils suivent la procédure. Ils lui donnent des avertissements. « Michael, ouvrez la porte sinon on entre. C'est votre dernier avertissement. » Ils font ce qu'ils sont censés faire légalement. Mais humainement, là, on commence à voir les failles du système. Parce que voyez-vous, ils avaient affaire à un vétéran avec des troubles mentaux. Quelqu'un qui avait peut-être besoin d'une approche différente. Plus de temps, plus de patience. Mais le système d'expulsion, il ne marche pas comme ça. Il y a des délais, des procédures, de la paperasse. Pas de place pour la nuance. Quand Michael refuse d'ouvrir, les officiers n'ont pas le choix. Du moins selon leur formation et leurs procédures. Ils doivent entrer. On les entend se coordonner. Je vais passer par la gauche. Sois prudent, il pourrait ouvrir une porte brutalement. Il force l'entrée. Michael est dans sa chambre, au fond de l'appartement. Les officiers avancent prudemment. Ils annoncent leur présence. « Michael, c'est le bureau du shérif. Vous êtes en train d'être légalement expulsé. » Et là, c'est le dialogue de sourds absolus. Michael, dans sa paranoïa, il n'entend pas « expulsion légale ». Il entend « invasion de domicile ». Il répond « qui diable êtes-vous » Quand un officier se présente comme Rob, quelqu'un avec qui Michael avait déjà parlé, Michael répond « non, tu es le méchant, éloigne-toi de moi ». Vous voyez la tragédie qui se dessine? D'un côté, des officiers qui font leur boulot, qui suivent les procédures. De l'autre, un homme âgé, malade mentalement, qui vit ça comme une agression. Les deux camps parlent, mais personne n'écoute vraiment personne. Michael continue. « Le juge peut vous donner la permission de me harceler ?» Les officiers répondent « on a un ordre signé par un juge ». Mais pour Michael, ça change rien. Dans sa tête dérangée par la maladie, tout ça c'est un complot contre lui. La nièce de Michael a donné une interview qui m'a vraiment touché. Elle dit « On pensait qu'il allait aller à l'unité de santé mentale lundi, pas que j'allais organiser ses funérailles. » La famille savait que Michael avait des problèmes. Ils essayaient de lui trouver de l'aide. Ils prévoyaient de l'emmener dans une unité de santé mentale. Mais le système a été plus rapide qu'eux. Elle continue. « Je pense que ça aurait pu être géré différemment. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Si je n'arrivais pas à le faire sortir de là pour l'emmener voir un docteur, il n'y avait personne là pour s'en occuper. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus? Le système de santé mentale, le système judiciaire, le système social, tout ça a failli à Michael Janich. Alors, qu'est-ce qui a merdé dans cette histoire? Parce que franchement, il y a tellement de niveaux où ça a foiré qu'on ne sait plus par où commencer. Premièrement, le système de santé mentale. Michael avait clairement besoin d'aide psychiatrique, pas d'une expulsion forcée. Mais aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, les ressources pour la santé mentale sont insuffisantes. Les gens tombent dans les failles du système et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Deuxièmement, le système judiciaire. Est-ce qu'un juge, en signant cet ordre d'expulsion, a pris en compte l'état mental de Michael? Y a-t-il eu une évaluation psychiatrique? Des tentatives de médiation? Ou est-ce que c'était juste, il doit de l'argent, il ne veut pas partir, on l'expulse? Troisièmement, la formation des forces de l'ordre. Les officiers ont-ils été formés pour gérer des situations impliquant des personnes avec des troubles mentaux? Est-ce qu'ils avaient des alternatives au taser? Est-ce qu'ils auraient pu faire appel à des spécialistes en santé mentale? Est-ce que les officiers ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient? Avec le recul, est-ce qu'ils auraient pu attendre plus longtemps? Faire appel à des négociateurs spécialisés? À des professionnels de la santé mentale? Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est le contraste entre ce qu'était Michael et ce qu'il est devenu. Ce mec a servi 3 ans au Vietnam. Les troubles mentaux, peut-être liés à son service militaire. On sait que le PTSD et autres traumatismes de guerre peuvent se manifester des années plus tard. Une des choses les plus tragiques dans cette histoire, c'est l'incompréhension totale entre Michael et les officiers. Écoutez bien les dialogues qu'on a entendus. Les officiers, ils essaient de communiquer. On a un ordre du juge. Vous êtes légalement expulsé. Ils utilisent le langage de la loi, de la procédure. Mais Michael, dans sa paranoïa, il entend autre chose. Il entend « on vient vous attaquer, on vient vous faire du mal ». Quand l'officier Rob lui dit «
Vous vous souvenez de moi, Mike? Michael répond, non, tu es le méchant, éloigne-toi de moi. C'est le drame de la maladie mentale. Les mots ne veulent plus dire la même chose. La réalité est déformée. Et malheureusement, notre système n'est pas équipé pour gérer ces situations où la communication normale ne fonctionne plus. On parle beaucoup de Michael, et c'est normal. Mais pensez aussi aux officiers impliqués dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette tragédie? Première leçon, il faut une meilleure prise en charge de la santé mentale. Michael aurait dû avoir accès à des soins bien avant que sa situation ne dégénère au point de nécessiter une expulsion forcée. Deuxième leçon, nos forces de l'ordre ont besoin d'une formation spécialisée pour gérer les situations impliquant des personnes avec des troubles mentaux. Peut-être qu'avec une approche différente, plus de patience, des spécialistes sur place, cette tragédie aurait pu être évitée. Troisième leçon, il faut repenser notre système d'aide sociale. Comment est-ce possible qu'un vétéran de 75 ans se retrouve dans une situation où il ne peut plus payer son loyer? Où est le filet de sécurité sociale? Les secours arrivent rapidement à l'appartement de Michael et l'emmènent d'urgence au Rice Memorial Hospital à Wilmer. Mais son état empire rapidement. Les médecins réalisent que les blessures sont plus graves qu'ils ne le pensaient initialement. Aujourd'hui, Michael Yanish n'est plus. Mais son histoire doit nous servir de leçon. Cet homme n'était pas juste un locataire problématique ou un suspect armé. C'était un être humain avec une histoire, un passé de service à son pays, des difficultés qu'il n'arrivait plus à gérer seul. Sa nièce a dit quelque chose de très juste. Il a vécu une vie marquée par le service et le dévouement. C'est comme ça qu'on devrait se souvenir de lui. Pas comme l'homme qui a menacé des officiers avec un couteau, mais comme le vétéran qui a servi son pays, le gardien qui a protégé le Capitole pendant des décennies. En fin de compte, est-ce que cette tragédie était évitable? Moi, je pense que oui. Pas facilement, pas simplement, mais oui. Si Michael avait eu accès à des soins de santé mentale adéquats, si le système social avait été là pour l'aider avec ses difficultés financières, si les officiers avaient été accompagnés de spécialistes en santé mentale. Si. Bien sûr, c'est facile de refaire l'histoire après coup. Mais c'est important de se poser ces questions, parce que Michael Yanish n'est pas un cas isolé. Combien de vétérans, de personnes âgées, de gens avec des troubles mentaux se retrouvent dans des situations similaires? Cette histoire, elle nous montre les failles de notre système. Elle nous montre comment un homme peut passer du statut de héros à celui de victime. Comment une société peut abandonner ceux qui l'ont servi. J'espère qu'en racontant cette histoire, en la comprenant, on peut peut-être éviter que d'autres Michael Yanish finissent de la même façon. Parce que franchement, dans une société civilisée, personne ne devrait mourir pour 1 500 $ de loyer impayé. Michael Yanish méritait mieux. Nous méritons tous mieux. Et c'est à nous de nous assurer que ce genre de tragédie ne se reproduise plus. Voilà, c'était l'histoire de Michael Yanish. Une histoire tragique, complexe, qui nous force à nous poser des questions difficiles sur notre société. Mais c'est exactement ce genre de questions qu'il faut se poser si on veut espérer construire un monde un peu plus juste, un peu plus humain. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin les uns des autres.